Donc mon intervention, tout d'abord, j'aimerais bien me présenter. Premièrement, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois professeur universitaire, je suis professeur de droit international de l'environnement et de relations internationales depuis 2004 jusqu'à juillet 2022, où j'ai rejoint le Conseil économique, social et environnemental comme expert senior en environnementaliste en même temps dans le domaine du changement climatique. Donc j'ai ces deux casquettes et en même temps la présentation que je vais partager avec vous, c'est une réflexion de l'académicien et en même temps d'un expert. Alors le nexus entre les systèmes de ressources est considéré actuellement comme l'approche la plus adaptée pour développer des systèmes de gouvernance qui s'attaquent premièrement au conflit entre les systèmes de ressources, leur gestion et en même temps qui développent des capacités pour saisir les opportunités offertes par les liens qui existent entre ces systèmes de ressources. Donc, dans cette présentation, je vais focaliser sur le nexus entre 4 éléments. Et vous allez remarquer que le 4e élément il est invisible, tout simplement parce qu'il est transversal. C'est le changement climatique. Donc actuellement, beaucoup de pays commencent à sentir le besoin d'appréhender les problématiques liées à l'eau, l'énergie et l'alimentation, pas de manière fragmentée et sectorielle et cloisonnée, mais d'une manière interdépendante. Cette approche, premièrement, est basée sur plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il y a de fortes interdépendances entre ces 3 éléments de nexus et qui sont en quelque sorte exacerbés par le changement climatique. Deuxièmement, si on gère ces systèmes de ressources de manière sectorielle, on risque de produire des résultats qui sont insatisfaisants ou même parfois des risques pour les autres systèmes de ressources. Par exemple, si on gère l'eau d'une manière cloisonnée, on risque d'impacter la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique en même temps. Et peut-être avant de commencer à présenter l'approche, je vais présenter un cas très parlant, étant donné que le Maroc, comme l'a déjà signalé par la professeure qui m'a précédé, est en cours de changer l'approche en termes de mobilisation des ressources en eau. La nouvelle politique des barrages, maintenant, est remplacée, elle s'est transformée en dessalement. Ça veut dire la politique du dessalement est actuellement en train de remplacer la politique du barrage au Maroc parce que cette politique est saturée. Et donc, le dessalement est devenu un nouveau levier de sécurité hydrique du pays. Alors, si on prend le dessalement comme une option politique et on le gère pas selon l'approche Nexus, mais d'une manière unidimensionnelle, sectorielle, en silo et cloisonnée. Quels sont les résultats qu'on va avoir? Premièrement, on va développer des stations de dessalement sur les zones côtières pour pomper l'eau de la mer, pour ensuite dessaler cette eau et la mettre au service des usagers, qu'elle soit eau potable, industrielle, agriculteurs, opérateurs de tourisme, etc. Alors le problème, c'est que le dessalement est un procédé qui est très, un procédé qui est énergivore et en même temps n'est pas neutre sur le plan environnemental et climatique. Il produit énormément de saumure, ce sont des déchets qui sont mélangés par des produits chimiques. Une fois rejetés dans les milieux de rejet, comme par exemple la mer, les rivières ou autres, ça peut déstabiliser ces milieux de rejet. Ça peut, en quelque sorte, affecter la biodiversité marine. Ça peut affecter la qualité, la disponibilité et la redistribution des ressources halieutiques, ce qui va impacter ultérieurement la pêche et les consommateurs. En même temps,
Le dessalement, c'est un procédé, une fois utilisé avec des énergies non renouvelables, ça peut alourdir les dépenses de l'État. Parce que actuellement, produire 1000 mètres cubes d'eau, pour produire 1000 mètres cubes d'eau, on a besoin de 27 tonnes de pétrole. Vous pouvez imaginer. Et donc, puisque le pays importe l'énergie pratiquement à 95%, et donc la facture énergétique va s'alourdir avec le temps. En même temps, si on utilise l'eau dessalée à des fins agricoles, avec une tarification qui n'est pas adaptée, premièrement, les agriculteurs, pour bien sûr rentrer dans leurs coûts, ils vont augmenter les prix de vente de leurs produits. Et ça va également impacter négativement le pouvoir d'achat des consommateurs et l'accessibilité aux produits alimentaires. Et donc, si on adopte l'approche Nexus dans le cadre du dessalement, qu'est-ce que cela va nous donner? Premièrement, on va retenir le dessalement comme option, mais de manière conditionnée. Deuxièmement, on va conditionner la mise en place des stations de dessalement à l'utilisation des énergies renouvelables. Deuxièmement, on va conditionner la mise en place de ces stations par la prise en compte de l'impact environnemental et les émissions des gaz à effet de serre. Et donc, dans les études d'impact, par exemple, qui sont exigées pour la mise en place de ces stations, pour avoir l'acceptabilité environnementale ultérieurement, on doit prendre en considération ces impacts environnementaux sur la biodiversité, sur l'équilibre des écosystèmes marins, sur les zones côtières, etc. Et donc, ça c'est un exemple qui montre que l'approche Nexus peut être utile. Pourquoi? Parce que premièrement, on peut continuer à adopter certaines options, mais on encadre ces options pour qu'ils soient durables, pour qu'ils ne produisent pas des externalités négatives et pour qu'ils n'affectent pas d'autres secteurs qui sont intervenus. Donc, c'est pour cette raison que le Nexus a été considéré actuellement sur le plan international comme une réponse aux différents défis qui sont posés dans les trois secteurs que j'ai cités, à savoir l'eau, l'énergie et l'alimentation, et qui sont exacerbés par les risques climatiques. Et donc, on peut appréhender le Nexus de deux manières. Premièrement, on peut l'appréhender comme un risque. Le Nexus peut être considéré comme un risque. Deuxièmement, on peut le considérer comme une solution. Si le Nexus est considéré comme un risque, c'est tout simplement que la prise des décisions politiques ou la mise en place des politiques publiques, des stratégies, etc., dans les trois secteurs, se fait encore en silo, de manière cloisonnée et de manière aveugle aux différents risques et impacts qu'on peut générer pour les autres secteurs. Et de cette façon, on est en train d'affecter la durabilité du système, affecter notre résilience au choc et en même temps d'alourdir en quelque sorte les dépenses de l'État pour neutraliser les externalités négatives de nos choix politiques. Et, si le Nexus est appréhendé comme une solution, c'est l'inverse. Ça veut dire désormais le système de gouvernance dans ces trois secteurs est façonné, repensé d'une manière à créer des synergies, des passerelles entre tous les secteurs, et en même temps de pousser les décideurs à abandonner l'approche sectorielle, et l'approche qui est basée sur des agendas qui sont étroits, des intérêts étroits, et en même temps abstraction faite des risques et des impacts de leurs décisions sur les autres secteurs. Alors, donc généralement, ce schéma vous montre bien sûr les différentes interrelations entre ces trois secteurs. Et donc, le Nexus, une fois il est appréhendé comme un risque, et donc on doit bien sûr parler de la croissance démographique et de la mobilité démographique et ses impacts sur les ressources en termes d'augmentation des demandes, en termes de surconsommation des ressources, exploitation abusive de ces ressources, etc.
Et également, quand on parle de la croissance économique, abstraction faite de ses impacts sur les ressources, donc c'est également le fait d'appeler le Nexus comme un risque. Sans parler également de cet engouement pour contribuer au commerce international, pour drainer des devises ou pour se positionner sur le plan géopolitique, etc. L'urbanisation, c'est un facteur de risque. La diversification des régimes alimentaires, c'est également un risque. Pourquoi? Parce que cette diversification implique qu'une grande partie du peuple maintenant cherche à accéder à certains produits alimentaires qui ne sont pas produits sur place. Et donc, on fait recours aux importations alimentaires qui sont très coûteuses sur le plan financier, sur le plan carbone et sur le plan environnemental. Et en même temps, il y a des changements climatiques, culturels et technologiques qui augmentent bien sûr l'aspect risque du Nexus. Alors, pour comprendre le Nexus, il faut d'abord identifier ces éléments, pouvoir les quantifier et en même temps avoir une idée sur les risques associés à ces éléments. Donc, je n'ai pas le temps bien sûr de présenter tous ces éléments, mais j'aimerais bien me contenter de dire que les liens entre l'eau, l'énergie et les systèmes alimentaires s'intensifient à mesure que la demande sur les ressources augmente avec la croissance démographique et l'évolution des modes de consommation. Et avec l'interdépendance entre les ressources, les secteurs et les objectifs politiques doivent être pensés selon cette approche Nexus. Premièrement, parce que dans le Nexus, on devient conscient que les ressources en eau, en terre et en énergie, ce sont des éléments de l'écosystème qu'il faut gérer d'une manière durable et interreliée. La production d'eau potable, d'énergie, d'alimentation dépend des mêmes ressources naturelles et services écosystémiques, et chaque secteur dépend des services des autres secteurs. Et donc, si on gère ces secteurs d'une manière qui ne prend pas en considération ces interrelations, donc on peut produire davantage de risques d'externalités négatives au lieu de les gérer et de les atténuer. Deuxièmement, un exercice intellectuel qu'il faut faire pour comprendre le Nexus, c'est d'abord de comprendre ce qu'on appelle les sub ou le subnexus. Et donc, il y a ce qu'on appelle les interrelations binaires. Il y a la relation entre eau et énergie, la relation entre eau et alimentation et la relation entre énergie et alimentation. Ça montre déjà que les relations entre ces trois éléments sont très fortes. Et donc, si on mal gère, par exemple, un secteur, on peut impacter négativement les autres secteurs d'une façon très émue. Merci. Alors, juste un exemple, il y a la relation entre le Nexus entre eau et énergie. Donc, on a besoin de l'énergie pour prélever et transporter l'eau, pour son traitement, sa distribution, son utilisation finale, pour la collecte et le traitement des eaux usées, pour la construction, exploitation et maintenance des installations d'approvisionnement en eau, comme par exemple les stations de dessalement que j'ai déjà évoquées. Alors, on a également besoin de l'eau pour l'extraction et l'exploitation minière, le traitement du combustible, refroidissement thermoélectrique, le transport, élimination des déchets contre les émissions, etc. Alors, sans aller dans ces détails, je vais passer rapidement à l'opérationnalisation de Nexus. Alors, il y a certaines conditions requises pour pouvoir opérationnaliser le Nexus dans le cadre des politiques publiques et de la gouvernance des trois secteurs que j'ai évoqués. Premièrement, il faut combler le nombre de connaissances sur le Nexus au niveau national et local en comprenant et en quantifiant les liens entre l'eau, l'énergie et l'alimentation. Deuxièmement, il faut identifier les interactions, les compromis et les risques intersectoriels associés au Nexus. Troisièmement, il faut adopter une approche d'élaboration des politiques sur le Nexus pour accroître la cohérence entre ces politiques et également fournir des solutions intégrées et atténuer les risques liés aux interdépendances entre ces trois éléments du Nexus. Mettre en œuvre une planification et une gestion intégrée et également pour atteindre les objectifs de sécurité dans le cadre du Nexus, il est nécessaire de disposer d'une base de connaissances coordonnée et harmonisée et d'indicateurs de mesure de durabilité. Par exemple, remplacer le métrique PIB par d'autres métriques
qui prennent en considération la durabilité des ressources, la résilience, etc. Avant-dernière slide. Quelles sont les opportunités associées à l'utilisation de l'approche Nexus? Il y a premièrement le renforcement de la cohérence des politiques, l'accélération de l'accès à l'eau, à l'alimentation et à l'énergie de base, entre autres selon l'approche droit de l'homme, créer plus avec moins, surtout avec la sobriété et la productivité de l'eau, élimination des déchets et réduction des pertes, valorisation de la base naturelle de développement et enfin la mobilisation de l'influence des consommateurs qui restent bien sûr les acteurs les plus puissants dans le Nexus. Très bien, merci beaucoup.